propre appréhension. Pratique, cette petite oreillette, hein, dit Jean-Pascal à Victor, tapotant son propre écouteur sans fil, un gadget dernier cri qu'il avait acheté pour pouvoir répondre à ses appels sans avoir l'air de travailler, mais qui, en réalité, était plus souvent utilisé pour écouter des matchs de football en douce. Puis discret? Oui, si. Personne ne voit rien, c'est l'art de l'invisibilité. Un vrai espion du quotidien, ni vu ni connu. Victor, agacé par cette démonstration de technologie tapa accent grave l'œil, grommela, son aversion pour tout ce qui n'était pas un essai philosophique ou une cravate de soie atteignant des sommets. Il y en a quelque chose? Non. Oui, il y a du hop, mon café. Ils ont appris le nucléaire, Jean-Pascal. Les nouvelles qui tombent comme un coup près sur la croissance de notre économie. Comme des sauterelles voraces qui s'attaquent à la récolte. Attention! Les syndicats se rétrogradent et s'affreinent la croissance de l'économie, comme des vers de terre paresseux qui s'attaquent au verger de la prospérité. C'est ce que j'entends sur les ondes de ma station favorite, Radio Philosophie et Réaction. Il désignait les ondes radio diffusées via son propre casque, un modèle plus vintage, signe de son appartenance à une élite éclairée, bien sûr. Jean-Pascal, fervent antisyndicaliste opportuniste, répondit avec une ferveur calculée, ses yeux pétillants d'une rage feinte. Non, Victor. Sans les syndicats, il n'y aurait pas les 35 heures sans temps ni les grévés sans sieste et le corporatisme des enseignants qui sont en vacances un jour sur deux. C'est une gangrène qui ronge la France et son économie, comme une maladie incurable. Un cancer généralisé qui détruit l'édifice social. Victor le coupa, les yeux rivés sur un écran affichant des articles de presse, dont un article nécrologique d'une grande militante syndicale. Vous allez trop loin, Jean-Pascal, car là, je ne peux pas cautionner ça. La nécrologie, mon cher, n'est pas à prendre à la légère. C'est un moment de recueillement. Ne parlez pas de ce que vous ignorez, Madame Dubois-Vernet. Il se rendit compte qu'il s'adressait à Marine, qui passait par là, l'air distrait, puis se corrigea. Vous roulez à vélo et vous n'aurez jamais d'enfant, Jean-Pascal. Votre mode de vie est une impasse reproductive, une impasse pour l'avenir de l'humanité. Jean-Pascal, outré par cette insinuation personnelle, s'exclama, bon, si, là, je t'en dis, là. C'est une affirmation intolérable, une attaque personnelle, indigne de votre intellect. Victor rétorqua, ah, oui, là, oui, c'était en douce, là. Une insinuation délicate, à peine voilée, subtilement distillée pour piquer votre orgueil. Il montra à Jean-Pascal un article sur un récent scandale politique impliquant des mouvements sociaux, un dossier brûlant que Jean-Pascal connaissait bien. Voilà. C'est parti. Ne bouge pas, ce sont les syndicats, mon cher Jean-Pascal. Les rois du désordre. Les bruits de couloir et les murmures se firent plus insistants, et la nouvelle du licenciement de Rémi Duval s'étala au grand jour. Roland Bertrand, le chef de service, apparut, son visage plus sombre que jamais, la mine renfrognée et les lèvres pincées. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Rémi Duval, là, le petit jeune de la compta vient de se faire virer. Pour faute grave, une décision unilatérale et irrévocable de la direction, sans appel. Jean-Pascal, avec sa gouaille habituelle, répondit, tentant de minimiser l'impact de la nouvelle, mais se trompant de nom par pure distraction. Attends. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit viré du moment qu'il est remplacé par une petite labière de Cambrai, là? Elle est caractérisée, pleine de tempérament et de mousse. Oh, Eddie. Salut, les gars, ça va? Il se trompa de nom en s'adressant à Rémi, qui se tenait à quelques pas, le visage ravagé par la nouvelle, mais visiblement plus préoccupé par l'arrivée d'un ami de Jean-Pascal, Eddie, le livreur de colis. Oui, salut. Salut, Rémi. Toi. Moi, un moyen, un. Mon moral est au plus bas, monsieur Valois, je suis au fond du trou, répondit Rémi Duval, le jeune employé licencié, le visage tiré, sa dignité mise à rude épreuve. Jean-Pascal, réalisant sa gaffe, tenta de se rattraper avec un embarras évident. Bah, ouais, on a appris, c'est dégueu. Qu'est-ce que tu veux?
Monsieur Dubois-Lacour, il est comme tout le monde, broyé par le système, écrasé par la machinerie capitaliste. Comme ça coûte moins cher de virer pour faute grave que de licenciés économiques. Il choisit la solution la moins coûteuse, la plus cynique. Rémi soupira, les épaules voûtées par le poids de l'injustice. Ouais, et puis là, tu viens chercher tes affaires? Mes quelques possessions personnelles, ma dignité envolée, mes derniers espoirs? Jean-Pascal, pressé, répondit, non. Je suis venu recueillir des témoignages, ouais. C'est mon rôle d'élu du personnel, de défenseur de la veuve et de l'orphelin, du moins en apparence. Bon, ben, moi, j'y vais, dis donc, Rémi, tu nous laisses passer son Louvel. 1. Son aura de victime est trop étouffante pour mon fragile esprit. Rémi, d'un air fataliste, conclut, de toute façon, je ne suis pas dupe, Jean-Pascal, 1. Ça fait 2 jours que plus personne ne me parle. Mon existence est un désert social, ma boîte est vide, mes collègues m'ont renié. Jean-Pascal, tentant de se justifier, rétorqua, oh, 2 jours attends. Attends, je ne dis pas ça pour toi, Rémi, 1. Et comme déjà, tu es syndicaliste, tu ne vas pas en plus te fourrer dans la merde encore plus, 1. Le système n'aime pas les contestataires, et moi non plus, d'ailleurs. Victor intervint, solennel, se positionnant comme le chevalier blanc de la justice sociale, son discours fleuri contrastant avec la brutalité de la situation. Mais non, mais enfin, tu peux compter sur moi pour le témoignage, Rémi. Attends, ça va. Enfin, je suis délégué syndical, 1. C'est bon, quoi? Merci. Je défendrai ta cause avec la ferveur d'un lion, la force d'un ours, la ruse d'un renard. Et mon frère, le militant révolutionnaire, que tu connais si bien, demanda Rémi, l'air dubitatif, méfiant des soudaines ardeurs syndicales de Victor, qu'il savait capable de toutes les volte-face. Victor affirma, son visage déformé par une fureur simulée, ah, bah alors, tu vas témoigner, Rémi. Ben oui, c'est une question de principe. J'ai jamais caché mes convictions sociales, moi. Je suis un homme de conviction, un ardent défenseur des opprimés, un héros de la justice. Roland, ayant tout entendu et alerté par la conversation bruyante, apparut, les bras croisés, son visage exprimant une fureur contenue, un volcan sur le point d'entrer en éruption. Moi, j'espère bien parce que le grand patron, Monsieur Dubois-Lacour, n'a parlé que de vous ce matin, Victor. Votre nom a résonné dans tout le bâtiment, dans les couloirs, dans les bureaux, comme un chant funèbre. Victor, surpris par cette révélation inattendue, demanda, « Ah non, c'est quoi? Il a hurlé quoi, ce grand Manitou ?» Roland expliqua, sa voix basse et menaçante, chaque mot étant un coup de massue. « Il a hurlé que vous soyez syndicaliste. » Bon, ben, passe encore, il est habitué à votre nature rebelle, à vos petites extravagances. Mais que vous preniez fait et cause pour un élément perturbateur, un trublion du bon ordre, un agitateur des masses, alors ça, il n'a pas aimé du tout. 1. Ça s'appelle entrave à la bonne marche de l'entreprise, et ça, c'est limite une faute grave. Un acte de sédition en interne, Victor, digne d'un terroriste. Victor, abasourdi, tenta de se défendre, balbutiant, ses arguments s'évaporant comme de l'eau au soleil. Non, mais j'ai peut-être mal interprété la situation, mal compris les enjeux. Roland le coupa, froidement. Renseignez-vous parce que là, Victor, vous êtes dans le collimateur de la direction. Votre carrière est en jeu, comme une pièce d'échec fragile, prête à être sacrifiée. Bon, ben bonne chance. Vous en aurez besoin, car la roue de la fortune tourne, et elle n'est pas toujours favorable. Victor resta pétrifié, le regard vide, les jambes flageolantes. Jean-Pascal s'approcha, le visage déformé par l'angoisse, ses propres magouilles lui revenant en pleine figure. Actarus. C'est Spartacus qui défend de l'éditeur. Foutre, mon acteur. Putain, je suis dans la merde jusqu'au cou. Mon avenir est sombre comme les abysses, et je vois déjà ma tête sur le billot. La situation était explosive, et Jean-Pascal, dans sa panique, ne pensait qu'à lui-même.
Quelques minutes plus tard, la panique était à son comble dans les couloirs.